rattraper tout ce qui est avant 1848, qui était de l'authenticité, partie d'Afrique, tout ce qui s'est passé, etc. Donc, du fait qu'ils ont soi-disant accordé l'abolition en 1848, mais ce n'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait, hein. C'est ce que c'est. Les abolitionnistes, ce sont tous les nègres marrons qui s'étaient battus partout en Haïti, aux Antilles, cette lutte incessante contre le système esclavagiste qui a fait qu'ils ont fini par plier, quoi. Mais ce n'est pas un cadeau du tout qu'ils nous ont fait. Et ce qui nous a un peu déplu aussi, c'est le fait qu'ils mettent en avant tous leurs héros que sont Delgrès. On ne nie pas que lui, Schellcher qui a signé l'abolition, le texte d'abolition. C'est lui et les abolitionnistes qu'on met en avant comme si c'était des dieux qui nous ont sauvés. Et on a carrément occulté tous nos résistants dans la Caraïbe, que sont Delgrès, Ignace, Toussaint Louverture, de Salines, tous ces gens-là qui ont mené un combat terrible pour faire tomber le système esclavagiste, notamment en Haïti, parce qu'en fait ça a démarré en Haïti, surtout en 1791, quand il y a eu la cérémonie du bois caïman avec Boukman et tous les nègres marrons qui se sont rassemblés après avoir constaté la barbarie terriblement cruelle du système esclavagiste. Ils se sont rassemblés une nuit, ils ont invoqué les dieux africains, ils ont fait ça vraiment dans une forte spiritualité et dans l'esprit un peu du vaudou, mais le vrai vaudou, hein, c'est pas un vaudou dévié, mais là ils étaient vraiment en axe et en relation avec les ancêtres et avec l'esprit spirituel qui leur a donné une force qu'ils ont déculpée. Et quand ils s'étaient sorte de congrès qui a duré plusieurs jours, et suite à toute cette cérémonie et tout ça, ils ont une force extraordinaire. Et là, ils ont commencé à attaquer le système esclavagiste, et avec une grande insurrection qui a été terrible pour les Européens, quoi. Donc, ça a déclenché vraiment cette lutte qui a duré plus de 14 ans jusqu'à l'aboutissement de l'indépendance d'Haïti en 1804, après la dernière grande bataille que Rochambeau, le général féroce et barbare qui donnait carrément des nègres à manger à ses chiens, hein. Il a perdu la bataille contre les troupes de Salines et les Français ont été chassés d'Haïti. Et c'est dans la foulée que Haïti a déclaré l'indépendance de son pays en 1804. C'est simplement résumé, mais avec des luttes, des tas de choses, avec Toussaint Louverture qui a mené les combats contre les Espagnols, les Anglais et les Français. Après que les Français les trahis, l'ont pris en traite et l'ont déporté au fort de Joux en France, où il est mort le 7 avril 1803. Vous voyez, donc de l'autre côté, en Guadeloupe, il y a eu une sacrée résistance aussi, puisque il a envoyé un général qui s'appelait Riche Pense aussi rétablir l'esclavage, alors que nos ancêtres en Guadeloupe étaient libres depuis la première abolition qui a eu le 4 février 1794. Donc, abolition qu'on a arrachée grâce au premier combat qu'Haïti a mené en 1791 et par la suite, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui fait que la Convention française a lâché cette abolition, mais ce n'est pas un cadeau non plus. C'est la lutte, c'est la résistance qu'ils ont fait, qu'ils ont fait cette première abolition. Bon, bien entendu, les colons et tout ça, comme ils ont l'habitude de remplir leurs poches et tout ça, ils ont tout fait pour ne pas appliquer ces décrets d'abolition sur les territoires où il y a toujours eu des résistances. Et de ce fait, qu'en 1802 en Guadeloupe, il y a eu une sacrée résistance contre ce rétablissement de l'esclavage. Mes ancêtres guadeloupéens, dont je suis très fier, Delgrès, Ignace, Solitude, le compagnon de lutte, ils ont réussi à rassembler toute la population avec le peu de moyens qu'ils ont. Eh bien, ils ont affronté l'armée la plus puissante de l'époque. Alors, quand vous affrontez comme ça une armée, au cri de vivre libre ou mourir, on préfère mourir plutôt que de revenir esclave alors qu'on était libre. C'est extraordinaire, cette leçon que nous laissent nos ancêtres à travers la résistance. C'est-à-dire que ça ne se négocie pas, la liberté. Et ils ont dit, bon, ben, vous voulez nous remettre en esclavage, ben, il faut venir nous chercher. Et même avec le peu de moyens militaires qu'ils ont fait face et ils les ont fait trembler au début. Mais comme leur logistique, leur nombre d'hommes, leurs moyens militaires étaient tellement puissants à la fin, ils ont fini par les vaincre, mais après une résistance ultime. Et une résistance ultime où ils ont préféré, au lieu de se rendre, se faire sauter à la peau d'à plus de 300.
Voilà, elle dit, ben, vous allez nous chercher vivants, mais vous ne nous aurez pas vivants, vous n'aurez pas notre âme, on préfère mourir libre que redevenir esclave. Et ça, c'est une histoire extraordinaire, hein, on n'a pas enseigné ça dans les écoles. Là, comme je vous ai dit, on nous a enseigné nos ancêtres les Gaulois, mais ça, on ne nous a pas appris ça. Et c'est notre histoire à nous dans la Caraïbe. Et donc, c'est pour ça que c'est très important qu'à travers les déclamations, les interventions que je fais, j'ai écrit des textes pour rendre hommage à Delgrès, à Solitude, à Ignace, à Toussaint Louverture. Donc, je fais ça dans plusieurs associations partout dans le monde. J'ai composé un récital poétique sur la thématique de la mémoire qui peut durer près de 1 heure en fonction de ce qu'on me demande. Et je le fais des fois des textes la plupart de tête de mémoire, parce que j'estime que c'est vital pour nous de rappeler cette histoire qu'on a cherché à occulter, parce que pour la France a toujours un pays qui a toujours voulu ne pas regarder son histoire en face. Et une fois que nous, on connaît son histoire, et en plus on les a poussés à travers la loi Taubira de reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais c'est à nous de rassurer quelque part le service après-vente. Et je peux appeler ça comme ça, entre guillemets, c'est que ceux qui ne connaissent pas cette histoire ou qui veulent l'ignorer, eh bien, nous, on leur rappelle tout le temps, dans les espaces d'expression qu'on peut avoir, eh bien, à ce moment-là, on leur rappelle ce que nos ancêtres ont fait, ce qu'ils ont subi, leur résistance, et que ils ont gagné la liberté, ça n'a jamais été un cadeau, mais c'est toujours une lutte permanente, et que la lutte a toujours continué, et c'est vachement important de le faire. Et d'ailleurs, en 2004, c'était le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et d'ailleurs, avec une compatriote martiniquaise, on a tenu à marquer le coup. Et on a donc, avec des poètes qu'on a rassemblés, on a donc décidé de commémorer aussi l'histoire d'Haïti à travers toute cette résistance contre l'esclavage. Donc voilà, c'est un ouvrage bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, anthologie de poésie du peuple noir. Donc c'est un projet que j'ai porté avec une compatriote et je suis très fier d'avoir fait ce projet-là et j'en parle assez souvent dans les périodes de mémoire. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu retracer de ce qui me paraît très important à faire, ce message-là que je porte. Mais j'écris aussi la poésie universelle, hein. J'écris sur la paix, aussi sur la nature, sur des choses comme ça, parce que on s'inclut dans un univers global. On défend notre histoire d'identité, mais on est aussi universaliste. Par exemple, Aimé Césaire, c'est un universaliste. C'est un homme qui a dénoncé le système colonial à travers son ouvrage sur Discours sur le colonialisme, le monsieur connaît bien. Et puis tout ce qu'il a écrit d'important, que ce soit François, non, ces gens-là allaient dans ce même esprit-là. C'était aussi rappeler notre histoire aussi dramatique qu'elle est, mais montrer aussi qu'on a compris l'histoire du monde et que nous aussi, on fait partie du monde, qu'on a subi effectivement cette domination terriblement écrasante de l'Occident, du monde européen, mais qu'il faut qu'on se batte pour remettre les choses à l'endroit et retrouver la place que nos ancêtres occupaient avant, parce qu'il faut remonter avant jusqu'à l'Égypte, tel que le Cheikh Anta Diop, dans ses brillantes études, ont démontré que les premières dynasties noires qui ont créé les pyramides, qui ont créé les mathématiques, les sciences, ben c'était les pharaons noirs, et on doit être fiers de ça, se réapproprier cette histoire pour savoir on était déjà les premiers, et c'est après que les autres, par la barbarie, qu'ils ont pu, comment dirais-je, avoir l'arme à feu et tout ça, et puis ils ont décidé le système esclavagiste avec tout ce qu'ils ont fait, donc ils ont réussi à nous dominer, mais on était très très puissants avant, et qu'il faut se dire que si on était puissant, si on sait s'unir, s'organiser, se mettre ensemble, prendre conscience de nos valeurs, si tous les pays africains décidaient de se mettre ensemble, décidaient de s'organiser, économiquement, politiquement, militairement pour reprendre leur place, c'est possible à condition qu'ils le veuillent et qu'ils s'aillent vraiment dans le sens de l'unité. Et je reviens sur Cheikh Anta Diop à travers ses ouvrages. Il avait déjà mis le mode d'emploi pour monter à tous les Africains présidents. Voilà le chemin que vous devez suivre pour vous développer, pour connaître votre histoire, votre identité, se réapproprier votre culture, vos traditions. Vous avez des ressources, des matières premières. Mettez-vous ensemble pour les développer, les cultiver. Soyez solidaires entre vous. Arrêtez ces divisions entre celui-là dit « moi je suis ivoirien, moi je suis sénégalais », celui-là qui va dire « moi je suis d'autres continents », on n'a rien, chacun défend son précaré. Et on marche dans cette division qu'ils ont fait
pour pouvoir continuer la colonisation. Par exemple, quand en 1884-85, ils se sont réunis à Berlin pour partager l'Afrique comme un gâteau, ils se sont partagés, ils ont foutu des frontières artificielles partout, et c'est comme ça qu'ils ont déstabilisé notre continent. Et ce système colonial, malheureusement, continue. Et quand, soi-disant, ils ont accordé l'indépendance dans les années 60, c'était une force indépendance, une indépendance factice. Pour moi, l'Afrique n'a jamais été vraiment indépendante, parce que l'Occident détient toujours les clés économiques. Donc, ils mettent en avant des gens comme ça qui, malheureusement, marchent dans leur système, certains de nos présidents. Et heureusement qu'il y a un réveil qui se fait à travers de l'AES au niveau du Niger, du Burkina et du Mali. Moi, je vous dis, je suis antillais, mais je suis ça de très, très, très près parce que je dis que la révolution africaine, elle a commencé par là. Et si les autres présidents africains des autres pays sont conscients de ce qui se passe, il faut tous qu'ils soutiennent ces gars-là, qui se battent au niveau, effectivement, de l'AES, de ces trois pays-là, parce que c'est eux qui vont nous permettre le démarrage de retrouver notre dignité africaine. Et à condition, bien entendu, que les autres présidents, qu'ils arrivent à abandonner cette peur, parce qu'on a cette peur de dire, maintenant, on a toujours peur que c'est l'Occident, à ceux qui m'ont mis là, qui me surveillent, donc si je me mets à aller vers un tel, je vais déstabiliser. Il faut arrêter ça maintenant. Si on veut l'Afrique veut vraiment se libérer, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Et c'est là que nous retrouvons notre place. Il ne faut pas dire que le continent qui est le plus riche, qui a le plus de matières premières, qui a tout ce qu'il faut, et c'est nous, toujours, qui sommes à la traîne des grandes puissances de ce monde. Et les autres, ils le savent très bien. Et donc, si on ne fait pas attention, ils vont continuer, en concluant par ici, de nous recoloniser. J'ai entendu un général français qui s'appelle Lecointe. Ils veulent mettre en place une stratégie, voir comment ils peuvent nous recoloniser, parce qu'ils voient que certains essaient de relever la tête, mais eux, ils ont déjà leur plan B pour savoir comment on va encore voir, on peut les recontrôler. Alors c'est là qu'il faut être vigilant, qu'il faut être solidaire, qu'il faut être unitaire. Donc voilà, c'est ma dimension d'appréciation de la situation de l'Afrique. Le vrai panafricanisme, c'est ça. L'Africain, le noir, quel que soit là où il se trouve, aux Antilles, ici, partout, on a tous la même racine africaine. Le panafricanisme, c'est cette unité de valeurs de ce que l'Afrique représente, et ce souci de ce que l'Afrique subit, sa situation économique, ça nous touche, parce que moi, étant antillais guadeloupéen, je dis que si l'Afrique n'arrive pas à devenir forte, puissante, se libérer, nous, quel que soit où on se trouve aux Antilles, on ne sera jamais respecté. Donc, ce qui passe sur le continent, ça nous concerne au premier chef, et on est solidaire des belles luttes qui se mènent, des belles résistances. Et moi, je suis très fier de la Assimi Goïta, du général du Niger, général du Mali. Les gens disent que ce sont des militaires, mais ce n'est pas vraiment des militaires. Ce sont des gens qui ont vraiment compris les enjeux de l'Occident. Ils se sont dit, ils étaient obligés par des points de militaires, c'est vrai, c'est la guerre, mais c'est une guerre pour libérer l'Afrique. Et la question sécuritaire, les autres soi-disant qui veulent nous défendre, ils envoient leurs armées, tout ça, on n'a pas besoin d'armées étrangères en Afrique. Les Africains doivent s'organiser pour avoir le peuple armé, pour assurer leur liberté, leur dignité sur le continent. Quand c'est les autres qui viennent vous défendre, ils le font toujours sous condition. Et c'est ça, malheureusement, qu'il faut qu'on sorte de là, et qu'on prenne notre place. Parce que si, malheureusement, on ne fait pas ce qu'il faut, je dis même dans les 10 ans qui viennent là, les autres vont continuer à nous contrôler. On en a encore peut-être pour 100 ou 200 ans avant d'être vraiment, que le continent soit vraiment libéré. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci, Félicien. Alors, Félicien, tu vas enchaîner avec le poème sur les morts. Ah oui, voilà, c'est ça. Et après, Momo, c'est toi que je vais lancer. Voilà, et c'est vrai que ça